spéciale élection régionale sur Sensation Normandie. De retour dans nos studios Sensation Normandie à Bernay pour continuer cette parenthèse politique et ces élections régionales. On vous le rappelle, 6 et 13 décembre. 6 décembre, une date que vous connaissez par cœur puisque c'est le lancement également du Téléthon. Nous allons parler agriculture avec monsieur Hervé Morin. Aujourd'hui, on veut aider notre paysan, sauver peut-être, entre guillemets, sans être péjoratif, le soldat de la campagne et lui rappeler surtout ses devoirs écologiques. Alors c'est un peu deux choses qui sont parfois difficiles à marier. On parle de circuit court, mais plutôt à long terme. Comment la vision de l'agriculture que vous avez, vous, pour votre liste? Est-ce que ça va mal? Est-ce que le paysan est normand, c'est ça? Le paysan normand, ou l'agriculteur normand va aussi mal que tous les agriculteurs français, ou presque, aussi clair que ça. Tous les éleveurs sont en très grande difficulté. Il y a un sentiment de désespoir dans les campagnes normandes et françaises qui est considérable, un sentiment d'abandon. Et à cela, bien sûr, il y a des réponses nationales et européennes. Et de l'autre, il y a des réponses régionales. Et moi, j'ai un objectif assez simple. L'objectif, c'est de faire de la Normandie le grenier de la France. Nous avons un potentiel agroenvironnemental, agroalimentaire absolument considérable. Nous avons une agriculture qui doit être capable de faire beaucoup mieux et qui est nécessaire pour porter une industrie agroalimentaire forte. Je vous rappelle que le tout, c'est 100 000 emplois, l'agriculture et l'agroalimentaire. Un petit peu moins de 100 000, mais c'est énorme. Et moi, je veux que nous soyons en capacité de prendre notre place. Nous sommes entre deux grands bassins de consommation que sont l'Île-de-France et l'Angleterre. Et la Normandie, avec son imaginaire, doit être en capacité de faire de son agroalimentaire un secteur plus fort encore. Il n'y a pas de désamour de la France vis-à-vis de son paysan, entre guillemets, sans être trop trivial. Mais il y a un problème peut-être de désintérêt en ce moment. On sait qu'il y a des problèmes, mais pas plus que ça. L'État n'y porte pas assez d'intérêt. Vous avez vu comment Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a traité la crise agricole. Il ne voulait même pas se déplacer. Bon, ça résume tout. Il s'occupe beaucoup plus du Parti Socialiste que de l'agriculture. On va dire les choses telles qu'elles sont. En revanche, ce que je crois, c'est que la région Haute-Normandie, elle aussi, a abandonné ses paysans. La Basse-Normandie fait plus. Mais la Haute-Normandie, c'est un budget de misère pour l'agriculture, quasiment uniquement tourné vers le bio. Le bio a une place croissante à prendre. Et il faut soutenir la filière bio. Et il faut soutenir, en fait, toutes les agricultures. Mais, pardon de vous le dire, mais la Haute-Normandie, grosso modo, consacre la quasi-totalité de son budget sur le bio, avec des résultats qui sont très mauvais, puisqu'on est la dernière région française en matière de bio. Donc en plus avec des résultats très médiocres. Moi ce que je veux, c'est que nous ayons des politiques qui favorisent l'investissement, la production, qui favorisent les filières courtes, qui favorisent l'installation des jeunes, qui favorisent l'innovation, la recherche pour aller vers de nouveaux débouchés. Je suis allé visiter une linerie en Seine-Maritime. Il y a un potentiel absolument considérable pour développer beaucoup plus de valeur ajoutée dans toute une série de secteurs. Il y a tout le secteur, par exemple, de l'éco-habitat, dans lequel souvent, désormais, il y a des fibres végétales. Bref, il y a beaucoup de sujets à traiter, et moi, je veux en faire une grande priorité de la région. Ça, c'est l'économie qui mène vers la transition énergétique. Mais par exemple, il faut qu'on favorise la méthanisation. C'est un sujet un peu flou dans l'esprit du citoyen, économie verte, tout ça. Est-ce qu'on va arriver à y retrouver son compte et à y voir un peu plus clair? On commence à voir des projets, notamment d'économie circulaire. Ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire le fait dans un système où en fait rien ne se perd, tout se crée, si je puis dire. Bien, où donc l'énergie peut jouer. On peut arriver à avoir des combinaisons assez passionnantes. J'ai été en voir quelques-unes. On est très clairement dans une période de transition. On change de monde. Purement et simplement. Voilà, c'est ça la réalité. C'est que ce changement de monde, c'est pas simplement le fait qu'on a désormais des portables. C'est que le 21 décembre qu'on change de monde, non? À travers ça, il y a en fait une révolution qui touchera tous les segments de la vie et qui toucheront même des segments
pour lesquels on n'a pas franchement encore la solution. On voit bien à quel point on va aller vers une économie beaucoup plus décarbonée. On voit bien à quel point on va aller dans une économie dans laquelle le numérique va prendre une place croissante. Mais ça va avoir des changements sociologiques majeurs, de construction de la société. Ça va avoir aussi des changements démocratiques. Vous verrez que la démocratie de demain ne sera pas la même que celle d'aujourd'hui. La SNCF vous fait aimer le train. Est-ce que la région va réussir à faire aimer la SNCF au niveau des transports? C'est aussi un grand cheval de bataille des principaux candidats. Oui, sauf que si vous voulez, il y en a C'est moins pire en Haute qu'en Basse-Normandie, je crois, le train. Mais bon. Non, c'est pareil. J'allais dire c'est pire en Haute qu'en Basse. D'accord. Ou c'est aussi grave en Haute qu'en Basse. Allez, disons ça comme ça. Il n'y a pas de solution pour des exemples simples. Vernon-Paris, on mettait 40 minutes, on met souvent plus d'1 heure maintenant. Il y a un train chaque semaine au minimum pour des gens qui prennent le train 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir pour aller bosser, qui est en retard significativement, donc avec les problèmes soit pour le boulot, soit pour récupérer les mômes le soir. Le Paris-Caen-Cherbourg, ce sont des trains hors d'âge. Ce matin encore, j'ai pris le train 2 fois en 2 jours, 2 fois le train était en retard. Je vous rappelle que le Rouen-Paris de l'automne dernier, vous savez pourquoi on s'arrêtait à Mantes-la-Jolie? Parce que les toilettes étaient fermées et que c'était la pause pipi. Voilà ce que le service que propose la SNCF. Alors j'ai vu M. Pépi la semaine dernière parce qu'il trouvait que je n'étais pas agréable à l'égard de la SNCF. Et je lui ai dit, votre problème c'est que vous dites toujours la même chose. Vous dites, la SNCF a une dette à l'égard de la Normandie, sauf que vous la remboursez jamais la dette. Il est temps que la SNCF et l'État mettent le paquet sur le train intercité, mais comme l'État et la SNCF n'ont pas de rond, il ne faut pas se faire de doute que derrière ça, il faudra que la région, d'où le fait qu'il nous faudra un plan Marshall sur le train, mais il faut aussi créer un rapport de force. Nous sommes trop gentils. La région a beaucoup payé déjà. Oui, la Basse-Normandie a beaucoup payé. Pas la Haute-Normandie, c'est moins vrai. La Basse-Normandie a fait des efforts sur le Paris-Grandville. Mais derrière ça, il faut aussi qu'on mette les bonnets rouges. Il faut qu'on puisse dire à la SNCF, on ne va pas se laisser faire. C'est la construction d'un vrai rapport de force. Et derrière, il y aura probablement pour nous une question plus centrale qui est de prendre la gouvernance sur l'ensemble du réseau ferroviaire si on veut que les choses s'améliorent réellement. Alors ça sera long parce qu'il y a des problématiques industrielles. Si on veut changer les trains intercités, Alstom n'a pas de proposition de voitures correspondant aux trains intercités. C'est des trains de banlieue améliorés. Donc ça veut dire qu'il y a des décisions lourdes à prendre. Est-ce qu'on va chercher ces trains à l'étranger, en Allemagne ou au Canada? Il y a le fait que les travaux sur le rail, c'est des travaux très longs parce que ça se fait la nuit. Troisièmement, il y a toute la problématique de la rigidité sociale de la SNCF. Bon, donc tout ça ne rend pas les choses très faciles. Mais ce que je veux, c'est qu'on sorte de cette situation. On met plus de temps pour faire les paris des grandes villes de Normandie qu'il y a 30 ans. Alors que dans tout le reste de la France, les centres de décision se rapprochent. Donc vous voyez qu'on est en train de prendre un terrible handicap. Moi, ce que je veux, c'est qu'on respecte les Normands. On doit les respecter. Et les respecter, c'est d'être à l'heure, correctement cadencés, propres, avec un minimum de services et des toilettes qui soient ouvertes et propres. Vous ne demandez pas un TGV. C'est pas le bout du monde. Sauf qu'on n'a même pas ça. On n'a pas de TGV pour le moment. On parle d'une ligne nouvelle Paris-Normandie un peu plus rapide. Ça, c'en est où ce dossier qui date de 10 ans, 15 ans 20 ans. J'ai regardé les programmes politiques du milieu des années 90, c'était déjà le sujet. C'est la Datar, ce que vous dites. Et donc ça va à notre nom. La ligne nouvelle Paris-Normandie, c'est bien sûr un objectif et il faut qu'on l'obtienne, mais il faut bien savoir que vous et moi, vous êtes plus jeunes que moi, mais on sera mort quand elle sera en service. Je vous souhaite de vivre longtemps. Mais on parle 2030, peut-être. Non, le premier 2030, coup de pioche. c'est le début. Oui. Mais si je vous parlais de la ligne nouvelle Paris-Normandie jusqu'à Cherbourg, c'est pas avant 2050 cette histoire-là. Il faut savoir que pour l'instant, on ne finance que des études. C'est tout, rien d'autre. Donc il faut d'abord que les Parisiens nous débouchent le tronçon, si je puis dire, complètement saturé du Mantois. Ça, c'est le premier sujet qui est central, parce que sinon rien n'est possible. Et puis ensuite, il y a la connexion sur, d'un côté, le fameux Y, une partie allant vers Rouen et Le Havre, et l'autre partie allant vers Caen. Il y a un projet de gare nouvelle à Rouen. Ça, c'est quelque chose que vous cautionnez ou pas? Écoutez,
La Gare Nouvelle, ça aussi, c'est pas financé du tout. Donc on évoque des sujets qui en effet sont dans les cartons, mais qui sont simplement dans les cartons. Mais je vous rappelle, ça fait 20 ans que c'est dans les cartons. D'accord. Est-ce que Évreux va se faire contourner avant 20 ans? Moi, ce que je veux, Là, je veux parler quoi, du train là? On parle du routier là. Du routier. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un vrai réseau de villes moyennes. C'est un des objectifs de Guy Lefranc, le maire d'Évreux, qui est sur la liste. Ce que je veux, c'est que toutes les villes moyennes de Normandie soient reliées au train, autant que possible, et reliées à une 4 voies. Donc, il y a un certain nombre de villes pour qui il manque souvent pas des dizaines de kilomètres, mais sauf une, si, à Alençon. Il y a la RN12 qui est un sujet central. On va avec Philippe Vigier, le futur président de la région Centre, prendre des engagements très clairs dans quelques jours pour la réalisation des 40 à 50 km manquants. Il y a Vire, il y a Fécamp, il y a Flers, il y a Lisieux et il y a Évreux. En tout, on a un bon réseau routier, mais il y a quelques dizaines de kilomètres. Et sur le sujet, pardon de vous rappeler, c'est que on ne met plus d'argent sur les routes, notamment en Basse-Normandie depuis plusieurs années. Les autoroutes? Oui, il faut que ce soit des autoroutes, il faut que ce soit au moins des 4 voies, quoi. Pas forcément réseau autoroutier, mais que ce soit des voies de connexion rapide permettant à ces villes d'être désenclavées. Vous pensez que les présidents de départements comme de régions ne vont plus investir maintenant dans le bitume? La Basse-Normandie ne met quasiment plus d'argent dans le bitume, comme vous dites. À moins qu'il y ait le passage du Tour de France ou une visite présidentielle, mais ça c'était autrefois. C'était le passé, ça. La politique sociale, Monsieur Morin, la France d'en haut, la France d'en bas, elle existe encore dans nos régions, dans nos territoires reculés. L'identitaire social, dans certains, je l'appelle les ghettos dans certaines régions, mais c'est peut-être péjoratif. Malgré l'enrue de notre vénéré Borloo et tous ces milliards d'euros, qu'est-ce qui a changé véritablement dans les banlieues en Normandie? Des choses ont été faites. Il y a tout de même des quartiers dans lesquels les conditions de vie se sont totalement transformées. Alors notamment après, Hérouville, où c'est un peu... vous prenez Hérouville, c'est la ville, c'est totalement transformée. Ouais. Après, il y a bien entendu tout l'accompagnement qui doit aller avec, et il y a une question centrale dans tout ça, c'est l'éducation. On pourra faire tous les efforts qu'on veut. La mixité sociale n'existera plus maintenant dans les immeubles comme dans les années 70. Oui, mais au-delà de la mixité sociale, c'est l'éducation. C'est avoir un système qui sorte de l'inégalitarisme. Jamais l'école de la République française n'a été autant inégalitaire. Dis-moi ce que font tes parents, je te dirai ce que tu fais comme école. Quand vous êtes fils d'ouvrier et d'employé, la probabilité que vous soyez dans l'enseignement supérieur à l'université, elle est faible, sinon très faible. Et on n'a jamais eu aussi peu d'enfants issus de milieux modestes dans l'enseignement supérieur. Je ne parle même pas dans les grandes écoles, je parle rien qu'à la fac. Et tout le système conduit à cela, même l'orientation. Quand vous êtes face à des structures d'orientation, vous avez des témoignages par dizaines de jeunes disant quand j'ai dit ce que faisaient mes parents, j'ai compris que j'étais plus dédié à un BTS. J'ai rien de mal contre le BTS, mais qu'à l'université, parce que j'étais issu d'une famille modeste. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie il n'y a pas très longtemps, pour rebondir sur l'orientation professionnelle, plaçant la Normandie parmi les régions les moins bonnes, en tout cas donnant le niveau moyen d'éducation d'un élève qui rentre en formation extrêmement faible. Oui, c'est même on est dernier. Je crois qu'on est dans les derniers. Le problème vient là de l'éducation dite familiale, où c'est faut reprendre toute la base scolaire pour que déjà, avant de rentrer en apprentissage, on soit... Ouais, je pense que j'espère enfin que l'école sera une priorité en 2017 d'un gouvernement qui ne fera pas simplement en considérant que c'est qu'une question de moyens, mais avec des vraies transformations structurelles. Si notre pays va si mal... alors qu'il a tant de potentiel, alors qu'il y a tellement d'énergie, alors qu'il y a tellement de gens qui veulent réussir, bosser, c'est parce que notre système éducatif laisse trop de personnes sur le bas de la route, c'est tout. Il y a un des 3 mots du fronton de la République qui va mal alors. C'est la liberté, la fraternité, l'égalité, tout ça c'est un peu mélangé. Ouais, mais là il s'agit de l'égalité surtout. Il manque de la majuscule. Plutôt que l'égalité matérielle, on ferait mieux de se préoccuper des vraies questions d'inégalité qui sont celles-là, comme l'inégalité devant la santé aujourd'hui, qui devient aussi un vrai sujet. Les CIO ont été mis à mal dernièrement, avec centre d'orientation, etc. Ça va un peu mieux, enfin ça va moins mal chez nous qu'ailleurs.
Vous avez compris ce système de vouloir fermer des centres d'orientation, etc., de supprimer des psychologues scolaires ou... Je m'y suis opposé, pour tout vous dire, à Bernay comme ailleurs. Ouais. Voilà, c'est une décision de l'État, et comme vous le savez, je ne suis pas dans la majorité. On laisse un silence pour que les gens aient bien compris que M. Morin n'était pas dans la majorité. En ce qui concerne la politique culturelle de la Normandie, est-ce que, je ne dis pas est-ce que le Normand est bien culturé, bien sûr que oui, il y a des choses à faire. On parlait de l'opéra tout à l'heure, est-ce qu'on peut s'ouvrir sur autre chose, plus de concerts, plus de musique, plus de lecture? Il faut à la fois, il y a plusieurs choses. Un, il faut soutenir la création artistique. Voilà, on a 2 centres d'œuvre dramatiques de très haut niveau, à Caen et à Rouen. On a des scènes nationales dans un certain nombre de villes moyennes ou dans des villes importantes comme Le Havre. Et on a une création artistique de très bonne qualité. Il faut faire en sorte qu'elle soit là aussi facteur de rayonnement de la région et facteur de diffusion. Donc le deuxième sujet, c'est la diffusion. Faire en sorte que quand on est à la campagne, on puisse accéder facilement à la diffusion de cette création portée par la Normandie. Ensuite, il y a l'accès à la culture et à la musique, par exemple. D'où le fait que je propose le prêt gratuit dans les lycées d'instruments de musique pour permettre à des enfants issus de pouvoir accéder à la musique. Il faut enfin qu'on ait un pôle d'enseignement supérieur que nous n'avons pas sur le sujet. Nous faisons partie des rares régions où il n'y en aura pas, donc il en faut un. Bref, on a là aussi besoin de changer de braquet. Globalement, il faut qu'on ait beaucoup plus d'ambition. C'est ça la question. Vous voulez renvoyer, enfin pas renvoyer, en tout cas forcer peut-être les gens à se dire il faut aller au théâtre, il faut aller sortir, il faut orienter Oui, les mais c'est pour enfants ça vers qu'il des- faut diffuser. Vous voyez, quand on a la chance d'avoir des lieux de création aussi formidables que ceux que j'évoquais tout à l'heure, il faut que la diffusion soit très large. Que lorsqu'on est à Tingebré, on puisse y accéder autant que lorsqu'on est à Dieppe ou à Saint-Lô. La COP 21, vous me dites et après, et alors, c'est quelque chose qui vous fait sourire ou malgré tout, comme tous vos confrères des listes concurrentes, bon, il y a l'alerte est quand même là au maximum, mais on ne va pas changer tout du jour au lendemain avec cette grande réunion. Non, ça c'est évident. L'essentiel, c'est qu'on sorte de la déclaration et de l'intention. Il faut agir tout de suite. Il faut surtout qu'il y ait des vrais mécanismes permettant de dégager des obligations. Il faut qu'on ait une culture du résultat et qu'on ne soit pas simplement de la photo des chefs d'État et de gouvernement disant ça y est, on a réglé la question du climat sans avoir rien réglé. La vérité derrière ça, c'est comment produit-on l'énergie autrement, qu'est-ce qu'on fait de la production d'électricité par le charbon, comment construit-on progressivement un mix énergétique permettant de réduire les émissions carbone. Bon, bref, il y a toute une série de sujets divers et variés. Comment on développe encore l'éco-construction. Bon, parce que il y a à la fois comment on produit l'énergie et aussi les économies d'énergie. Donc, il faut être sur tous les pans, mais ça devient une urgence. J'allais dire que les 20 jours que nous venons de vivre avec une température digne du mois de mai, du mois d'avril, nous font dire qu'il y a tout de même quelque chose d'un peu curieux dans notre climat aujourd'hui. On va se quitter sur une petite rhétorique. Je ne dis pas que vous murmurez, en tout cas, à l'oreille des chevaux, mais en tout cas, vous êtes proche de cet ami de l'homme. Quel regard vous portez sur le problème GDE proche du Haras du Pin, dans l'Orne, là? J'ai toujours défendu les opposants au site de GDE. Je suis allé avec eux à des manifestations. Et je suis content qu'ils soient sur le point de gagner. Ce site-là ne doit pas exister. Vous pouvez pas faire du développement durable et installer une décharge qui sera là pour des décennies. Vous pouvez pas avoir un joyau abandonné comme le Haras du Pin et avoir à quelques kilomètres cette décharge industrielle. Donc, croyez-moi, je continuerai à soutenir
à la fois politiquement et puis en les soutenant aussi dans leur combat, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour combattre un projet de ce genre. La filière équine a beaucoup aidé l'ensemble de l'association pour lui permettre d'avoir les avocats, les conseils nécessaires. Mais ça finit par porter ses fruits. J'espère qu'au bout du compte, ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais derrière, il y a aussi un projet pour la région majeure, c'est de redonner vie au Haras du Pin. Un tel joyau abandonné, c'est absolument scandaleux. Vous les revoyez quand, vos écuries, entre guillemets, vos chevaux, ce week-end? Bah, vous savez, le soir, je rentre chez moi, hein, je vais me coucher. Voilà. Merci de nous avoir accordé un moment précieux sur votre emploi du temps, Monsieur Morin, tête de liste donc pour ces élections régionales, donc pour les partis de droite et du centre. On vous souhaite le meilleur pour la suite de ces élections. Merci. Au revoir.